bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de Télécœur dans la semaine du 2 décembre. J'ai avec moi en studio mon cher Stéphane Lévesque. Ah, ma chère Marie-André Dupéré. Hein? On forme toute une équipe. Toute une équipe, Comment un on dit ça? duo. Toute qu'une équipe? En toute tout cas, qu'une quelque chose de équipe, même. Là. toute une... Fait que là, je suis là pour les sports aujourd'hui. Ben oui, effectivement. Oui. Bon, on pourra jaser au travers quand même, là, mais c'est ça. Donc, on va parler de mon passé d'hockeyeur. Mais non, pas du tout. Ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt? Quoi, Non, vraiment? parce que moi, je te dirais que je virais pas d'un bord, Ah, puis de l'autre, j'avais de la misère. ah, Mais j'ai quand même joué jusqu'à midget. tu jouais-tu intense, toi? Oui. Ah là là. Et je te parlerai un jour d'une suspension active que j'ai toujours. D'un match joué en quelle année? À 90. Eh bien, Parce que, dans le fond, pour faire une histoire courte, j'avais 2 matchs de suspension. J'avais été suspendu à l'avant-dernier match de mon équipe. OK. Donc, j'ai servi juste un match. Ben oui. Et à tout faire, je vais dans une aréna, j'ai peur. Je te Hey, tu comprends. nous dois une game, toi! À quand cette game? Défilant, ça. Non. Alors, parlant de défis, on a rencontré cette semaine 2 maires, en fait, qui ont été élus. On va faire le tour, en fait, des municipalités de Télécœur. Donc, Nicolas et Yamaska-Bécancour pour aller rencontrer nos maires, nos mairesses élus. On a commencé dans le coin de Sainte-Françoise avec Mario Lyonnais, qui a été réélu. On va voir son entrevue. Monsieur Lyonnais, vous avez été élu par acclamation, dans le fond, sans opposition. Comment vous vous sentez suite à cette élection? Bien, je trouve que c'est une belle reconnaissance de ma population. C'est toujours servir une population, bien, c'est toujours très agréable, mais c'est aussi, quand il a été nommé par acclamation de même, je pense que les gens apprécient ce que tu fais. Je crois qu'en tout cas, les gens apprécient ce que tu fais. Puis, bien, t'es là pour... Moi, je suis là pour aider les gens, pour travailler avec les gens, puis être à la base. Mais je pense que mon message passe bien. Là. Quelle est votre vision d'avenir pour les 4 prochaines années? Être proche de ma population. Ça, il faut rester proche des gens. Développer ensemble, développer une municipalité ensemble, développer avec les gens leurs projets, qu'est-ce qu'ils ont envie. Peu importe là, qu'on passe des jeunes aux personnes âgées, puis les personnes intermédiaires entre les deux, les travailleurs et tout, mais c'est d'être avec eux autres. Est-ce que dans le conseil municipal... Voyons, mon Dieu, j'ai de la misère, je... Est-ce que dans le conseil municipal, il y a des nouvelles personnes? Oui, j'ai une nouvelle personne. J'ai un qui a pris sa retraite. Bien, il reste à l'extérieur présentement. Il a déménagé à l'extérieur, fait qu'il a décidé de laisser sa place. Puis j'ai une nouvelle personne là, qui était déjà impliquée. C'était un nouveau résident de quelques années, mais qui s'impliquait beaucoup au niveau de l'âge d'âge. Une personne d'un certain âge, mais qui s'implique dans différents comités comme au Centre d'action bénévole, la Sainte-Sophie est là, la FADA qui est impliquée. Déjà, il était connu aussi, puis il s'impliquait déjà beaucoup. Là. Est-ce qu'il y a des enjeux actuellement au sein soit du conseil municipal ou dans les projets de la municipalité? Des enjeux, bien, comme toutes les municipalités, développer, réussir à construire des résidences, dézoner des terrains, entre autres, avec la main excavation ici au coin de la route, que lui, il veut agrandir. C'est 200 emplois qui sont là présentement. Pour une municipalité de 500, quand tu as 200 emplois de même usine, là, c'est important de la développer et de travailler avec eux autres pour essayer d'agrandir la zone verte pour pouvoir mettre, entre autres, l'entreposage de drains, entre autres, construire des résidences, projet des loisirs. Les loisirs, présentement, ils ont gratuitement offert leur local pour faire une garderie familiale. Fait que leur local est comme passé à autre chose. La patinoire a été avancée. Ils ont des projets, ils ont rencontré la population, développé des projets de loisirs, entre autres. Là. Parfait. Bien, on vous souhaite un bon futur 4 ans. Merci beaucoup. Alors voilà, dans la même journée, j'étais dans le même coin, donc à Manceau, j'ai rencontré Guy Saint-Pierre. Voici mon entrevue avec le maire de Manceau. Je suis avec le maire de Manceau pour un autre mandat. En fait, vous avez été élu par acclamation, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Oui. Comment vous vous sentez dans cette première semaine d'élection? Bien, on a un peu l'habitude, mais parce que c'est pas mon premier mandat. Mais non, c'est quand même une nouvelle équipe. On a 2 conseillers nouveaux. On a un nouveau directeur général aussi depuis 15 jours. Donc, on a tout cet apprentissage-là à vivre ensemble, puis à continuer les projets qui étaient en route. Et fort probablement qu'il va en arriver d'autres aussi au cours du mandat qui vont être à développer. Quelle est votre vision d'avenir pour les 4 prochaines années?
Bien, présentement, on a des projets, comme je disais, à développer. Là. Notre parc multisport qui est en train de prendre forme, puis que l'année prochaine, ça va être le gros des travaux d'investissement qui vont être faits. Mais l'autre côté que je veux développer plus, là, c'est l'accueil des nouveaux arrivants. Et pas, je parle pas seulement d'immigrants. Là. Oui, on a des immigrants qui viennent temporaires, des employés temporaires là, qui travaillent dans les producteurs de canneberge autour. Mais on a aussi beaucoup de nouveaux résidents qui viennent, c'est des Québécois, là, qui sont arrivés à Manceau, mais qui ne sont pas nécessairement intégrés au tissu social, si on veut. Il y en a que oui, mais il y en a d'autres qu'il faut aller chercher parce que, c'est des nouveaux arrivants qui arrivent de la ville, qui sont habitués à faire le show chez eux, mais on veut essayer d'aller les chercher, d'aller les rencontrer, les connaître, parce qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés depuis un bout. Et puis, il faut les accueillir comme il faut. Puis je pense que ça fait partie du mandat pour développer notre tissu social. Là, c'est sûr qu'on se parle presque au lendemain de l'élection, donc peut-être qu'on ne connaît pas encore les enjeux. Est-ce qu'il y a des enjeux actuellement dans la municipalité ou encore au sein du conseil municipal? Des enjeux, non, mais comme je dis, on a 2 nouveaux qui sont avec nous, qui vont très bien collaborer. On a déjà eu une rencontre depuis parce qu'on a tous été élus par acclamation. On a déjà eu une rencontre, puis je pense que faut apprendre ce que c'est notre rôle aussi, là. Bien, pour les nouveaux, puis qu'est-ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller aussi dans nos interventions municipales. Mais je pense qu'on a un bon noyau de monde là, qui vont vouloir collaborer tous ensemble là, pour aller plus loin, pour avancer, trouver des solutions aux problèmes et non pas... je me souviens pas d'avoir connu au conseil municipal une question d'un chef d'opposition, là. Mais je pense que j'ai toujours rentré au conseil municipal en disant c'est quoi les solutions qu'on peut apporter pour soit régler des problèmes, des solutions pour développer des projets et arriver avec du nouveau aussi auprès des citoyens. Bien, merci beaucoup et on vous souhaite un bon futur 4 ans. Bien, merci beaucoup. Alors, nous étions dans cette localité-là, cette journée-là, en conférence de presse. Grosse annonce. Grosse annonce chez Machinerie du Bois. On a 3 intervenants pour en parler, dont notre ministre et député Donald Martel. Allons voir d'abord les entrevues à ce sujet, suivies de la conférence de presse complète. Donc, on a filmé pour vous toutes les allocutions pour que vous ayez les détails complets de l'annonce. Qu'est-ce qu'on annonçait ce matin à Machinerie du Bois? Machinerie du Bois annonçait ce matin une nouvelle génération d'équipements. La première en ligne, c'est cette rampe à engrais. On vient d'augmenter de façon significative la précision en traitant des données satellites, en les remettant en données plus précises en pixels pour améliorer l'épandage des engrais très ciblés. Ce qui se concrétise par une augmentation des revenus de l'ordre de 200 000 en moyenne pour chaque 100 acres. C'est énorme. Quand est-ce qu'on pourra voir ce projet naître dans les champs? Au printemps 2026, le printemps qui vient, la machine va être en opération pour les tests en situation réelle. Et là, j'ai cru comprendre ce matin qu'il y avait une double annonce. Parlez-nous de la deuxième annonce. La deuxième annonce me tient encore plus à cœur parce que c'est une annonce qui est pan-québécoise, dans un premier temps. C'est des carrefours multi-énergie. À quel point c'est important, c'est que ça peut changer le profil économique des régions. Chaque région va être capable d'être autodépendante de plus en plus en énergie. La résilience à ce niveau-là. Et un des gros points aussi, c'est l'enrichissement local, les producteurs, les communautés, etc. On parle d'emplois bien rémunérés dans des régions. Fait que oui, c'est important. On parle quand même d'un projet pour le Québec qui va probablement aller dans le 3 milliards de dollars, ce qui est énorme. Puis c'est pour ça que je faisais la comparaison avec la Romaine. Parce qu'on est 11 ans plus tard, on va produire à peu près la même quantité d'énergie pour à peu près le même prix. Fait que oui, on est vraiment fiers de ce lancement-là. Dans les faits, comment on va produire cette nouvelle énergie-là? À l'heure actuelle, il y a 3 types de production qui vont être anticipés. La première est la biométhanisation, la thermolyse et le photovoltaïque, les panneaux solaires. Mais il y a plein d'autres types d'énergie qui sont en train de se greffer à ça, d'autres technologies qui sont en développement dans le monde. On a une très belle veille technologique qui est faite par nos universités. Et ils nous disent, bon, bien, Sylvain, regarde telle affaire, ça pourrait être intéressant dans les carrefours. Et ça nous amène toujours plus loin. Et ça fait toujours en sorte que les coûts de production diminuent, ce qui est
énorme. Et vous savez que chaque litre d'essence qui est produit avec nos intrants au Québec, c'est directement dans le PIB du Québec. C'est de l'énergie qu'on ne va pas chercher en Arabie Saoudite ou dans les autres pays. Fait que ça, c'est vraiment important pour le développement futur. On était entouré en conférence de presse de quelques agriculteurs. Comment s'est perçue cette nouvelle-là dans le milieu? Bon, les gens ils ont vu neiger, comme on dit, mais oui, ils voient ça très positif parce qu'ils sont au centre de la stratégie. C'est pas une compagnie qui arrive ici et qui veut les exploiter. Nous autres, on dit, bon, ça va vous appartenir à long terme. C'est sûr qu'à court terme, ils vont avoir besoin d'aide financière, mais au fur et à mesure que ça va avancer, au lieu qu'ils prennent des ristournes de leur coopérative, bien, ils vont toucher, ils vont pouvoir augmenter leur participation. Nous, ce qu'on aimerait, c'est dans les 15, 20, 25 prochaines années, que ça leur appartienne à 100 et que ça reste dans les régions. Des projets qui viennent améliorer la productivité des entreprises agricoles. On a un bel exemple ici. On parle de rampe d'engrais qui est très précis, donc qui vient contrôler la quantité, qui vient contrôler les parcelles aussi. Donc, d'un, diminution de fertilisation. On en met vraiment où on en a besoin. De deux, ça améliore la rentabilité des entreprises agricoles. Ils ont beaucoup moins besoin d'utiliser ces fertilisants-là qui coûtent très cher. Donc, amélioration de la rentabilité, amélioration du bilan environnemental. Déjà, dans l'investissement qu'on fait, c'est une subvention de 3 millions pour 8,6 millions d'investissement. C'est 9 projets au Québec là, qui ont été choisis dans le projet Innovation. Déjà, il y en a d'autres qui développent d'autres choses. Puis effectivement, ça vient donner des exemples à d'autres types d'entreprises agricoles d'apporter des projets en innovation. Ici, on parle de fertilisation, mais tu as d'autres entreprises, c'est au niveau des salles de découpe, c'est de l'agroalimentaire, donc c'est vraiment important pour le secteur agricole. Un peu comme M. Dubé disait, il faut prendre le temps de bien connaître la loi, je pense. C'est un dossier qu'on va suivre, mais il faut faire attention, pas précipiter les choses. Moi, ce serait le message que j'aurais à passer. Ce projet de loi n'a pas été fait contre les médecins. Il a été fait pour les patients. Il y a beaucoup de patients vulnérables qui sont en attente d'opération, qui sont en attente d'avoir un médecin. Donc, l'objectif, c'est pas de retirer de l'argent. Je donnais l'exemple. Moi, le budget du MAPAC, c'est un budget de 1,5 milliard. La rémunération, le budget pour la rémunération des médecins, c'est 9 milliards. C'est 6 fois le budget du MAPAC. Tout ce qu'on veut, c'est d'avoir une partie de contrôle pour s'assurer de desservir les personnes qui sont plus vulnérables. Fait que moi, il va y avoir des informations. C'est important. On le sait que c'est émotif, mais il va y avoir de la formation. Il reste encore de la place à la négociation. Fait que moi, je dirais à tout le monde, essayons de regarder ça de façon le plus positive possible. Comment qu'on peut améliorer? Il va y avoir de l'ouverture. L'innovation regardons ce qu'on vit avec les États-Unis actuellement. On perd pas, mais il y a un marché de 300 millions qui est plus fragile. Il faut qu'on développe une stratégie d'être plus présent au niveau canadien, mais aussi il y a d'autres pays dans la planète. Donc, ce qu'on fait bien, il faut le faire encore mieux, il faut le faire encore plus productif. Et le monde a changé. Donc, l'agriculture, les entreprises, quelles qu'elles soient, ça prend de l'innovation pour passer au travers. Mais ce qui est intéressant, puis ce que je mentionnais tantôt, c'est que j'ai eu la chance d'aller visiter une ferme de canneberge et les équipements à la disponibilité des producteurs de canneberge, ils sont pas adaptés à la production de canneberge. Fait que c'est des gens qui sont un peu patenteux, qui vont essayer de faire pour que les choses fonctionnent. Mais là, quand je vois une entreprise ici qui dit, nous, la production de la canneberge, c'est important, on va essayer de développer de la machinerie pour ça. Je trouve que c'est comme ça qu'on développe des économies. C'est un bel exemple. Là. Alors bien, je vais commencer par saluer mon collègue Donald, ministre de l'Agriculture et des Prêcheries, de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre du Québec. Donald, vraiment content d'être ici. Je suis ici depuis hier avant-midi, puis je peux vous dire que je rencontre des personnes, des hommes, des femmes, des entrepreneurs, des entrepreneuses qui sont motivés
qui ont des solutions, qui sont résilients. Vraiment une belle région, le centre du Québec. Donc, tu peux être fier, là, Donald, de ta région et de ton comté aussi, de ta circonscription, vraiment. Monsieur Sylvain Perrault, directeur général, qui nous accueille ici. Donc, merci de nous accueillir chez Machinerie du Bois. Je vais saluer aussi Monsieur le maire. Monsieur le maire qui est ici. On a eu l'occasion de luncher ensemble au congrès de la FQM. Alors, merci de nous accueillir dans votre municipalité. Je suis vraiment ravi d'être ici, dans cette belle région du centre du Québec, qui est un véritable pôle de développement économique. Puis, je remercie encore une fois les gens de Machinerie du Bois aussi de nous accueillir ici. Donc, aujourd'hui, bien, le gouvernement du Québec vient appuyer une fois de plus le développement de technologies agricoles innovantes, ce qu'on appelle les agri-technologiques. Donc, j'ai le plaisir de confirmer un investissement de plus de 3 millions de dollars pour soutenir 9 projets d'innovation qui totalisent près de 8,6 millions d'investissements, donc, dont, entre autres, ici, Machinerie du Bois qui en fait partie. C'est des projets qui viennent soutenir, entre autres, l'innovation en agriculture, donc c'est extrêmement important. Puis, l'objectif, c'est d'encourager le développement d'agritechnologies qui ont le potentiel de résoudre des enjeux de protection de l'environnement, de robustesse face aux aléas climatiques, de dépendance à la main-d'œuvre ou de productivité dans les entreprises agricoles ou agroalimentaires. Les projets recherchés devaient viser le développement et le prototypage, la démonstration en situation réelle d'utilisation et la vitrine technologique de produits ou procédés innovants destinés à répondre aux enjeux du secteur agricole. Et parmi les initiatives retenues, je mentionne celle de Machinerie du Bois, où nous sommes aujourd'hui. Et à ce qu'on m'a dit, bien, cette entreprise a fait bien du chemin depuis son reprenariat depuis quelques années. Et je me permets, M. Perrault et vos collègues qui ont travaillé d'arrache-pied pour être où ils en sont aujourd'hui, donc félicitations. Et pour Machinerie du Bois, ce soutien vient financer, en fait, qui permet de développer une rampe à engrais électrique munie de fonctions avancées orientées vers l'agriculture de précision. Je vais laisser à M. Perrault le soin de vous en parler davantage dans quelques instants. Et je me permets aussi de féliciter toute l'équipe pour sa contribution à l'atteinte des objectifs d'innovation du Québec et également féliciter les 8 autres projets sélectionnés lors de l'appel à projets qui se sont réalisés dans différentes régions du Québec. Et vous venez de démontrer qu'ici au Québec, on a cette capacité d'innover, de s'adapter. Et je vous dis que c'est tout en votre honneur. Puis, je suis vraiment heureux de constater tout ce qu'on développe chez nous au niveau des technologies agricoles qui sont plus innovantes, responsables et durables. Puis, ce que vous faites, bien, vous venez apporter des solutions novatrices à divers enjeux agricoles. Vous permettez aussi à nos entreprises d'être plus productives, plus résilientes et plus respectueuses de l'environnement. Puis, grâce à vos investissements, en fait, dans nos villages, bien, c'est tout le tissu socio-économique que vous venez soutenir. C'est extrêmement important. On parle beaucoup des grandes entreprises. Oui, on en a besoin, elles sont importantes, mais je peux vous dire que les entreprises de 10 employés et moins constituent la majorité de nos entreprises au Québec. Puis ça se passe ici, dans nos régions, dans nos villages. Les gens travaillent dans nos villages. On paye des taxes ici. Les enfants vont à l'école du village. Donc, merci de soutenir le Québec dans ces moments qui sont un petit peu plus difficiles, mais moi, je suis très confiant qu'on va s'en sortir avec des gens comme vous tous ici, entre autres avec des gens comme M. Perrault et toute son équipe, Machinerie du Bois. Donc, merci beaucoup. Bien, bonjour tout le monde. Très content de vous voir. Vous savez, ceux qui connaissent le gag, ça fait un petit peu plus que 13 ans que je suis député. Fait que c'est la première fois que je m'adresse chez nous en tant que ministre. Fait que c'est un peu émouvant. Puis vous étiez habitués de me voir, ceux qui me connaissent. Je fais toujours le gag que Germain m'a présenté un beau discours que je ne lirai pas parce que j'aime ça. Mais là, ils m'ont dit, Donald, t'es ministre,
Fait que quand on te prépare un discours, on aimerait ça que tu fasses ministre puis que tu le lises. Mais juste avant, je veux saluer évidemment mon collègue Éric, très content. On a fait le tour du parc industriel de Bécancour. Puis si vous aviez vu ses yeux, nous, là, on voit le parc industriel à tous les jours. On prend ça comme un acquis. Mais quand une personne de l'extérieur vient puis qui voit la grandeur puis le potentiel de tout ça, on a un outil chez nous extraordinaire. Je veux saluer M. Perrault, président de Machinerie du Bois, M. Blais, qui est son partenaire d'affaires. Évidemment, Guy Saint-Pierre, Mario Lyonnais, on sait qu'il y avait des élections municipales lundi. Je pense que vous n'étiez pas trop inquiète. Il y a des élections que c'est moins facile que ça, là. Je peux vous dire que dans un an, ça risque d'être moins facile que ça pour beaucoup, là. OK? J'ai vu des gens du ministère de l'Économie, j'ai vu des gens d'Investissement Québec. C'est une réforme qu'on a faite chez nous, à laquelle je suis très fier. Moi, j'ai travaillé comme adjoint parlementaire avec le premier ministre, avec aussi Pierre Fitzgibbon. On est très chanceux d'avoir cette complémentarité-là d'Investissement Québec avec le MEIA. On a des personnes dévouées au développement économique. Donc, on est très choyés. J'ai vu des gens de Desjardins aussi. Je veux saluer. C'est un partenaire avec qui, notamment au niveau agricole, on fait beaucoup à faire. Donc, je veux saluer tout le monde. Évidemment, je n'ai pas commencé à lire mon texte, mais je veux vous dire, j'ai fait une activité, je suis allé sur une terre de canneberge, ça fait pas très longtemps, une émission de télévision qui va passer avec Nathalie Simard ce printemps prochain. Puis, évidemment, la canneberge, je vois Guy qui en exploite. La canneberge, ça fait vraiment partie de l'entité de la région centre du Québec. Puis, quand je parlais avec les jeunes producteurs, ils me disaient, la machinerie, elle n'est pas... Tu sais, la canneberge, c'est nouveau. C'est pas répandu à travers le Québec. C'est vraiment un domaine qu'on a développé ici au centre du Québec. Puis la technologie n'est pas nécessairement adaptée à ça. Puis quand je parlais tantôt avec M. Perrault, M. Blais, il disait justement, un de l'annonce d'aujourd'hui, c'était fait un peu en partie à de l'innovation pour rendre peut-être encore moins énergétique toute la production de la canneberge. Donc, je trouve ça intéressant qu'une entreprise comme Matériaux du Bois soit des espèces de pionniers parce qu'il y a de la place à améliorer toutes les technologies au niveau de la canneberge. Donc, je le sais, vous le savez, notre industrie agroalimentaire est confrontée à des attentes élevées en matière de productivité, de bilan environnemental et de qualité des aliments. Dans ce contexte, les entreprises agricoles doivent concevoir et adopter les technologies nécessaires pour leur pérennité. C'est sans oublier que le marché des agritechnologies est en croissance partout sur la planète. En 2024, sa valeur est estimée à 24 milliards, 42 de dollars américains à l'échelle mondiale. Donc, c'est énorme ce qui s'en vient à ce niveau-là. Pour le Québec, cette situation présente des occasions d'affaires à saisir en vue de profiter pleinement des retombées économiques à venir et d'en faire bénéficier la population et le secteur agricole québécois. C'est à ça que servent les appels de projets comme celui d'Agri-Technologie, c'est-à-dire financer et accompagner nos entreprises agricoles pour qu'elles mettent au point des produits ou procédés afin de produire de manière innovante, responsable et durable. Rappelons que ces entreprises constituent un maillon essentiel de la chaîne agroalimentaire du Québec en contribuant de façon importante à notre autonomie alimentaire, entre autres. Machinerie du Bois, avec sa nouvelle division en énergie renouvelable, est un excellent exemple de cette capacité d'adaptation et d'innovation. Pour conclure,
J'ai l'impression, M. Perrault, M. Blais, il y a beaucoup d'autres projets. On a vu, c'est des jeunes entrepreneurs qui ont encore la fibre, travaillent sur des choses extraordinaires. J'ai l'impression qu'on va se revoir bientôt. Donc, je veux féliciter les gens de Machinerie du Bois et toutes les entreprises qui ont répondu présentes lors de la dernière appel de projet en agrotechnologie. Je suis d'autant plus fier de constater aujourd'hui, à travers ces 9 initiatives, la mise en place au Québec d'un écosystème industriel des plus dynamiques dans ce domaine. Merci tout le monde pour votre écoute. Merci. Merci, Monsieur le ministre. J'inviterai maintenant Sylvain Perrault pour prendre la parole. Bonjour tout le monde. Messieurs les ministres, merci à tous de vous être déplacés pour cette conférence de presse. Ce ne sera pas long. C'est lâche. Machinerie du Bois est extrêmement fière de faire partie des 9 entreprises retenues dans le cadre du 3e appel à projet agritechnologique. Cette reconnaissance va propulser notre vision. Chez Machinerie du Bois, nous ne faisons pas que fabriquer des machines, nous travaillons à devenir un acteur central de la décarbonation du milieu agricole. Comme l'ont mentionné messieurs les ministres, nous travaillons sur une rampe à engrais électrique munie de fonctions avancées orientées vers l'agriculture de précision. Dans le secteur de la production de la canneberge, vous pouvez d'ailleurs visualiser le prototype derrière nous. Ce prototype va être en essai au champ au printemps 2026. Comment vous faire percevoir l'impact et la vision future de ce projet? Ce sont les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Nous visons à augmenter la production de 10 à 25 %. C'est énorme. Cela se traduit par des gains potentiels de 200 000 $ de revenus supplémentaires par 100 acres de production. Pour concrétiser cette innovation cruciale, nous avons pu compter sur le partenariat stratégique du gouvernement du Québec pour son support essentiel. Et quand je dis support, ça a vraiment fait la différence. Notre cliente visionnaire, Canneberge Bielair, représentée ici par un de ses cadres, Simon. Le CINIMI, le Centre national intégré de manufacturiers intelligents, et l'UQTR, avec la présence aujourd'hui de Hussein et Jonathan. Mais l'impact de ce soutien agrotechnologique va bien au-delà de ce prototype. Il nous a permis d'accélérer notre mission de décarbonation en prenant une initiative stratégique audacieuse. Nous avons créé une division dédiée aux énergies renouvelables au sein de Machinerie du Bois. Et nous sommes le partenaire clé d'un concept inédit, piloté par notre compagnie sœur Mondi Énergie. J'écoutais le ministre tout à l'heure parler de l'apport des régions puis du développement des régions. Si on avait dit, il y a quelques années, qu'on allait avoir une division de production d'énergie renouvelable à Manceau, pas grand monde qui nous aurait cru. Fait que oui, je abonde dans le même sens que vous. C'est donc avec une immense fierté et en ma double qualité de président de Mondi Énergie et de Machinerie du Bois que je vous annonce le lancement des carrefours de production d'énergie renouvelable en milieu agricole et forestier. C'est ça le punch aujourd'hui. Je dois garder certains détails confidentiels pour l'instant, mais l'ampleur de ce projet est nationale. Ce projet n'a pas qu'une simple initiative énergétique, c'est un nouveau modèle socio-économique pour les régions. Les carrefours appartiendront en premier lieu aux producteurs agricoles et forestiers. Et ça, c'est très important. Ils sont au centre de la stratégie. Qui fournissent les intrants. C'est le fondement de notre stratégie, souveraineté énergétique, sécurisation de l'approvisionnement et acceptabilité sociale.
qui se traduit par une amélioration substantielle des revenus des producteurs. Les carrefours vont être implantés dans toutes les régions du Québec. C'est la répartition de la richesse. Chaque région va pouvoir avoir son carrefour. Ils utiliseront la biomasse agricole et forestière dans un rayon de 50 km, des ressources locales, de la circularité. Le concept est réplicable dans toutes les provinces et territoires, c'est la sécurité énergétique. Ils vont intégrer plusieurs technologies de production d'énergie renouvelable sur un même site. Synergie significative entre elles. Un des produits, ça va être le gaz naturel renouvelable. Injecté dans le réseau gazier en partenariat avec Énergir et Gazifère, c'est des bons clients. L'énergie solaire complétée à des batteries fait partie intégrante des carrefours pour la résilience énergétique, la gestion dynamique d'Hydro-Québec puis la période des pointes. On va les gérer de façon rentable pour les propriétaires de ces surfaces-là. Juste une petite aparté, aucune terre en production n'est prise pour installer des panneaux photovoltaïques. On garde les terres en production à la production. Un carrefour, c'est quoi en chiffres? Un carrefour va générer autour de 150 mégawatts-heure d'énergie. L'investissement nécessaire sera d'environ 135 millions par carrefour. Chaque carrefour participe à la réduction de 26 000 tonnes de GES par an, l'équivalent de retirer 1 000 camions lourds de la circulation. Les emplois créés pour chaque carrefour, 30 emplois directs, 120 emplois indirects et 150 emplois durant la construction. La visée à court terme, à moyen terme, est de 20 carrefours au Québec. 20 carrefours vont générer autour de 3 millions de mégawatts-heure, à peu près l'équivalent de la Romaine 2. En voici la perspective à retenir. La Romaine 2 a coûté 3 milliards en 2009. On parle à peu près de la même chose pour les 20 carrefours à 2,7 milliards de dollars aujourd'hui. Pour mettre en place le concept des carrefours, nous nous sommes appuyés sur un consortium de plusieurs spécialités nationales et internationales. Un des partenaires privilégiés est le groupe Seneca, qui compte plus de 250 ingénieurs et technologistes. Le groupe est représenté aujourd'hui par Frédéric. Nous sommes situés dans la zone d'innovation de la vallée de la transition énergétique et travaillons étroitement avec eux dans l'élaboration du concept. D'ailleurs, Guillaume, qui est là, est un responsable du développement des affaires et présent dans cette salle. Au niveau financier, nous avons sélectionné l'institution financière. Desjardins va agir comme maître d'œuvre de la syndication, en collaboration avec la CDRQ, Corporation de développement régional du Québec. Êtes-vous capable de me le répéter? Non, OK. Bon. Pour la création des coopératives, la CDRQ est représentée ici par son directeur général, Evan. Depuis le début de cette aventure, nous sommes supportés par Desjardins et Investissement Québec, qui ont des représentants ici aujourd'hui, Jean-François de Desjardins et Samuel de Investissement Québec. Ils sont discrets en arrière, hein? Mais sans eux, on ne serait pas arrivé. Nous travaillons conjointement sur une approche financière novatrice que nous dévoilerons sous peu, mais l'essentiel à retenir est un recours aux subventions très diminué. À l'heure actuelle, au Québec, un peu partout, tout le monde attend après les subventions pour faire des projets. Ce qu'on essaie de faire, nous, c'est de trouver une formule où on va avoir moins besoin d'avoir recours aux subventions et qui va accélérer le développement des projets. Vous êtes d'accord avec ça? De plus, l'accent sera mis sur un concept de chez nous, où les entreprises québécoises seront impliquées à toutes les étapes, y compris la fabrication de certains équipements. On est en train de négocier des licences à l'étranger d'équipements de haute technologie, de pointe,
qui vont être fabriqués ici. Et ça, c'est des bons emplois. J'aimerais faire quelques remerciements. Tout d'abord, l'équipe de Machinerie du bois. Sans leur expertise, leur expérience, leur inventivité, leur ouverture d'esprit, il n'y aura pas de projet. Vous avez été une belle équipe. Vous l'êtes encore. Merci spécial à Nathalie qui est ici aujourd'hui et qui travaille souvent dans l'ombre. Elle est cachée. Ah, elle est là. Je remercie le MEIE pour créer des programmes d'aide financière qui favorisent l'innovation au sein d'entreprises et les aident à aller plus loin. Parce que quand on subventionne un équipement ou quelque chose, on en retire tout le temps des éléments positifs pour développer d'autres genres de projets, d'autres technologies. Et ça, c'est vraiment apprécié. Merci particulier à Donald, qui est venu du Nouveau-Brunswick pour partager avec nous cette annonce. Il y a plusieurs chapeaux, dont un de mes amis. C'est pas sûr que ça l'aide, mais en tout cas. Je tiens à remercier Vincent Godin, président de l'Association des producteurs de canneberge du Québec, qui est venu appuyer la conférence de presse. Salut Vincent. Et le président de l'association, Arnaud, qui est juste à côté de lui. Je vais également remercier à peu près la moitié des personnes présentes aujourd'hui. Il y en a aussi qui sont absents, mais leur contribution, leur appui en cours de ces 4 dernières années a été indispensable. Fait qu'écoutez, merci encore à tout le monde. Merci, M. le ministre. Je serai disponible pour les questions. Alors voilà, c'est ce qui se passait du côté de Manceau en conférence de presse. Maintenant, je vous présente un reportage sur la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. « 25 octobre 2025, je me trouve à Shawinigan pour le congrès des télévisions communautaires autonomes du Québec. Je m'entretiens avec Amélie Hintz de la Fédération. Rappelons-le, quelle est la mission de la Fédération? La Fédération sert à regrouper, rassembler, faire de la concertation entre ses membres, leur permettre d'échanger. Puis c'est un peu à ça que ça sert le congrès annuel parce qu'on est étalé partout au Québec, évidemment. On n'a pas l'occasion de se rencontrer souvent. Le congrès, c'est une de ces occasions-là. Donc, c'est vraiment le fun de pouvoir voir les autres personnes qui font la même job que nous autres dans d'autres régions, d'échanger sur les bonnes pratiques, de partager les bons coups ou les inquiétudes pour essayer de trouver des solutions ensemble. Combien la Fédération compte-t-elle de membres et êtes-vous satisfait du taux de participation? Oui, on a 42 membres cette année. Puis on avait 26 télévisions participantes au congrès. Donc oui, on est très satisfait. C'est plus que la moitié des gens. Donc oui, on est très content parce qu'on comprend qu'évidemment, en couvrant tout le Québec, c'est pas tout le monde qui peut se déplacer. C'est normal. Là, ça se passe en une seule fin de semaine. Donc quand il y a des imprévus, on ne peut pas contrôler ça. Donc oui, 26 sur 42, c'est très bon. Rappelez-nous, en quoi est-ce important, en quoi est-ce encore essentiel la mission des télécommunautaires de nos jours? Bien, c'est essentiel parce que dans plusieurs régions, la télévision communautaire ou les médias communautaires en général, c'est les derniers médias sur les territoires. C'est eux qui couvrent les nouvelles locales. Il n'y en a pas d'autres qui font ça. On est implantés dans nos milieux, on connaît nos milieux, on sait ce que les gens veulent voir, entendre. On permet aux gens de se voir et de s'entendre à la télévision. On rapporte qu'est-ce qui se passe dans nos communautés. C'est crucial, je pense, pour la démocratie. Comment est perçue l'arrivée de nouvelles télévisions à la Fédération? Est-ce qu'il y en a encore qui sont créées? Oui, il y en a encore qui sont créées. On a des télévisions qui sont encore assez jeunes. La plus jeune, je crois, 4 ou 5 ans, Télécœur, au centre du Québec. Oui, on devrait accueillir des nouveaux membres prochainement. C'est toujours une excellente nouvelle. Moi, je trouve que c'est vraiment... ça démontre, en fait, que les communautés veulent avoir des nouvelles locales, veulent entendre parler d'eux puis se voir. Fait que pour moi, c'est toujours d'excellentes nouvelles parce qu'on a besoin de ça. La société a besoin d'être informée. Tu as besoin de savoir qu'est-ce qui se passe chez vous pour développer ton territoire, développer des sentiments d'appartenance dans tes communautés. Fait que c'est toujours d'excellentes nouvelles pour moi. Il est essentiel dans votre mission de faire des représentations au gouvernement, représenter les TVC. Parlez-nous de ces représentations-là dans la dernière année. Participant aux différentes consultations publiques du CRTC, en participant à l'écriture des lois qui ont été adoptées
par Patrimoine canadien au gouvernement canadien, C18, C11, de faire reconnaître la télévision communautaire comme étant une partie prenante du système de radiodiffusion canadien. Ça nous a permis de faire partie de certains fonds qui ont été créés, dont le fonds Google, donc qui distribue 100 millions de Google aux différents médias au Canada. La Fédération fait partie du conseil d'administration du collectif qui gère cet argent-là. Nos membres reçoivent une partie de ces argents-là. On fait aussi partie du programme de journalisme local, l'Initiative pour le journalisme local, l'IJL. On a maintenant 14 télévisions qui vont recevoir un journaliste financé par ce programme-là dans les prochains jours, ça s'en vient. Donc ça, c'est le genre d'avancée qu'on fait. C'est un travail qui est extrêmement long. C'est souvent long avant d'avoir des résultats. Mais quand on a les résultats, c'est extrêmement satisfaisant, puis on est vraiment content que ça arrive enfin vers nos membres. Le travail n'est pas terminé, on continue là-dessus. Ça continue à se mettre en place. Les lois au CRTC, on risque de comparaître encore devant le CRTC après les fêtes. On attend juste qu'ils partent la nouvelle consultation pour aller chercher une partie de l'argent des entreprises en ligne, en fait, pour qu'ils financent le contenu canadien. Donc, on attend de voir là, où est-ce qu'on va pouvoir s'insérer là-dedans. On est souvent le dernier endroit où, dans les communautés, il y a de l'information locale qui est produite, qui permet aux localités d'être informées sur ce qui se passe chez eux. Au niveau politique, c'est extrêmement important. On va continuer à développer, en fait, les services qu'on offre aux membres. On a des nouvelles personnes dans notre équipe qui vont travailler sur des projets surtout au niveau du numérique, mais peut-être aussi de soutien au journalisme chez nos membres. Puis on va inviter le nouveau conseil d'administration qui vient d'être élu à se demander où il voudrait aller pour les prochaines années. Donc, faire une nouvelle planification stratégique pour justement définir les orientations là, qui vont nous aider, nous, à travailler dans les 3-4 prochaines années. On essaie de convaincre le gouvernement de nous aider à nous faire découvrir en investissant eux-mêmes, en participant à la création de publicités pour faire la promotion de notre travail à grande échelle partout au Québec. Donc, je pense que c'est un travail qui va être en développement, justement, cette année. Ça serait intéressant de s'associer aussi aux autres médias communautaires. Je pense qu'ensemble, on est plus fort. Parlez-nous maintenant de l'action communautaire autonome. Pour le moment, les médias communautaires ne sont pas nécessairement considérés dans le plan d'action de l'Action communautaire autonome, l'ACA, du gouvernement. Donc, c'est de voir, OK, pourquoi on ne s'insère pas là-dedans? Est-ce qu'il y a des raisons? Puis, est-ce que les raisons sont bonnes? Donc, il faut commencer par ça. Après ça, on va voir avec les autres associations si ça les intéresse de se joindre au mouvement. Mais dans tous les cas, on a déjà des liens avec le réseau national de l'Action communautaire autonome. On participe à leur campagne. On s'insère quand ils font des sondages pour avoir les chiffres concrets de qu'est-ce que représente le milieu communautaire autonome au Québec. On participe à ça. Puis, on a les revendications sensiblement similaires qu'eux. Donc c'est ça, on a déjà des liens. Donc, c'est peut-être de développer un petit peu plus ça puis d'aller pousser un petit peu plus loin jusqu'où on pourrait aller. Il existe bien sûr différents types de plateformes pour la diffusion des émissions. Parlez-nous des projets à ce niveau-là. C'est un peu ça l'enjeu pour n'importe quel média, c'est que les gens y voient, y écoutent, regardent leur contenu. Fait qu'il faut développer les types de plateformes sur lesquelles on diffuse. Donc, la télévision intelligente, c'était une option qu'on voulait regarder. Donc, on est en train de développer quelque chose, de faire des tests pour voir, bon, dans l'opérationnalisation de tout ça, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est réaliste pour les TV d'intégrer ce genre d'application-là sans que ça demande trop de surplus de travail? Donc oui, c'est là-dessus qu'on travaille, puis on espère pouvoir développer quelque chose là, pour inviter les membres à joindre ça dans la prochaine année. J'étais au complexe chez Boris à Saint-Léonard-d'Aston dernièrement pour rencontrer l'auteur Martin Boisclair qui nous présente son roman dans ce reportage. En cette soirée du 23 octobre, je me trouve au complexe chez Boris à Saint-Léonard-d'Aston pour un lancement de livre. Je vous présente l'auteur en reportage. Alors Martin, on est ici ce soir à ton lancement de livre chez Boris. Alors dis-moi, premièrement, ça parle de quoi?
Eh bien, d'abord, c'est un roman que j'ai écrit dans la pandémie qui se veut une inspiration d'une pièce de théâtre que j'avais écrite il y a très longtemps. On parle de 2007-2008, qui s'appelait Chronique du dépanneur. Donc, ça parle de mon enfance passée dans un dépanneur familial ici. Mon père était propriétaire d'un dépanneur au centre du village, ici en face de l'église. Et puis, j'ai grandi littéralement dans ce dépanneur-là, ce qui m'a donné l'occasion de rencontrer les villageois, puis les gens autour, puis de vivre avec la communauté ici des choses spéciales. Puis, ça parle de l'enfance, ça parle d'amour, ça parle de la mort, ça parle peut-être aussi d'argent. Enfin, tu sais, les grands thèmes qu'on peut retrouver dans un roman sont pas mal tous là. Qu'est-ce que ça te fait de faire ce lancement-là dans ton milieu natal? Alors moi, c'était tellement important de revenir ici à Saint-Léonard, d'abord pour lancer le projet ici chez Boris, entre autres, parce que c'est des gens qui m'ont donné des premières chances, des gens qui étaient là quand j'étais adolescent, puis même quand j'étais enfant, puis que je faisais mes premières armes, soit à l'école primaire ou à l'école secondaire, on faisait des spectacles, puis la communauté était là, puis j'avais vraiment le goût de redonner en premier à ces gens-là. Et est-ce que c'est ton premier livre? C'est pas mon premier livre, c'est mon premier roman, mais j'ai 2 pièces de théâtre qui sont déjà éditées, qui sont publiées. J'ai 2 livres qui sont parus chez VLB aussi sur l'émission de télévision La Vraie Nature. Puis j'ai d'autres œuvres, bien sûr, à côté là, qui ont été écrites. J'en suis pas mes premières armes, disons. Oui, justement, parce que tu ne fais pas seulement de l'écriture, tu as d'autres cordes à ton arc. Ouais, j'ai une formation de comédien. Alors, j'ai gradué de Saint-Hyacinthe en 2001 quand même, ça fait un petit bout. Donc, je suis comédien, je suis auteur, metteur en scène, directeur artistique. Donc, je fais un peu tout ça. Dans ce métier-là, il faut porter plusieurs casquettes pour arriver à boucler la fin de mois, je dirais. Je suis aussi un travailleur culturel, fait que j'ai été impliqué dans de nombreux organismes culturels. Encore aujourd'hui, je suis coordonnateur artistique d'un centre de recherche en théâtre pour enfants qui est à Montréal, qui s'appelle le Cube. Un travailleur culturel, c'est quoi exactement? C'est quelqu'un, en fait, qui offre ses services, qui travaille dans des organismes en culture, mais qui fait pas un travail d'artiste. C'est-à-dire que le travail me permet, par exemple, de donner mon temps à un festival, à une compagnie de théâtre, à ce genre d'organisation-là. Que penses-tu de la culture en région, ici, localement? Ah, là, moi, je suis tellement heureux aujourd'hui d'être ici chez Boris parce que ça me manquait, moi, quand j'étais ado. En fait, je disais à beaucoup de gens, en fait, je leur disais, c'est un désert culturel, le centre du Québec. On dirait que cette région-ci, Saint-Léonard-d'Aston, quand j'étais jeune, j'avais accès à rien. Fallait aller à Drummondville, à Trois-Rivières, puis honnêtement, on dirait que c'était même pas si hot que ça, tu sais. C'est par après que ça s'est développé beaucoup, beaucoup. Puis entre autres ici, avec un lieu comme ça, superbe, où les artistes peuvent venir créer. Puis c'est intéressant parce que le Cube où je travaille, où c'est mon travail à tous les jours, c'est un centre de recherche, là où des artistes en théâtre viennent faire de la recherche, de la même manière qu'on offre des résidences ici chez Boris. Donc, c'est extrêmement précieux. Puis moi, je souhaite que tout le monde amène les enfants au théâtre, que tout le monde amène les jeunes, c'est ça, que les enseignants amènent leurs jeunes aussi au théâtre, qu'on les sorte dans des lieux culturels comme ici, parce que ça fait de nous de meilleurs êtres humains. Je reviens un peu à ton roman. La bazooka, c'est un souvenir d'enfance. Hein? En tout cas, toi, ça a marqué la tienne? J'ai grandi dans un dépanneur, donc notre maison était attenante au dépanneur. Moi, je passais la porte de la cuisine, puis j'arrivais derrière le comptoir. Puis sur la gauche, il y avait tous les bonbons. Il y avait tous les bonbons qui étaient là. La gomme bazooka, les chocolats, ils étaient tous là, les bonbons. Fait que j'ai pigé allègrement. Puis je me souviens même que mon père, des fois, il me faisait plaisir, puis il prenait un petit sac, là, puis il remplissait de gomme bazooka, puis il disait, tiens, t'amèneras ça à tes amis. Ça, c'était à l'époque où ça coûtait 10 sous, hein? Donc, tout a augmenté, dont, j'imagine, le prix des livres. Est-ce que c'est difficile de vendre des livres de nos jours? Là, c'est la première fois que je fais ça. Je suis publié à compte d'auteur. C'est-à-dire que c'est moi l'éditeur. Il n'y a pas de maison derrière moi qui m'endosse, si tu veux. C'est moi qui a mis l'argent, qui a investi dans le projet. Puis aujourd'hui, je fais imprimer des livres en édition limitée. Je t'avoue que j'en ai pas beaucoup. Puis tranquillement, je vends. Puis là, je me rends compte que ça marche. Fait que là, aujourd'hui, ce soir, j'ai le lancement. Je suis heureux. Je vais lire des extraits du roman. On va pouvoir avoir une entrevue avec François Poisson. Ça va être formidable. On va vivre un très, très beau moment, je pense. Puis ça va peut-être donner envie aux gens d'acheter le livre en plus.
L'Halloween battait son plein à l'école secondaire Jean Nicolet dernièrement. J'ai eu la chance de faire avec Mia, une jeune élève de secondaire 3 de l'école, un reportage. D'ailleurs, c'est dans le cadre d'un programme École Média. Ben oui, on a une belle subvention du ministère de la Culture à cette fin-là. Donc, tu as une présence chaque semaine, minimalement, à Jean Nicolet. Donc, on a des journalistes en herbe, journalistes élèves qui font très bien leur travail. Effectivement. Très dévoués. Journaliste, caméraman, je leur apprends même à faire du montage. Donc, puis ça, mon Dieu, que ça apprend vite. Ben oui, eux autres. C'est incroyable. Nous autres, moi, surtout moi, je commence à avoir le disque dur plein. Eux autres qui ont un beau disque dur neuf, le cerveau, là, ça assimile tout ça, puis la technologie, on n'a pas de misère. Effectivement. Donc, vous aurez la chance de voir leur reportage là, tout au long des saisons. On va même essayer de créer de toutes pièces un bulletin de nouvelles avec eux, avec leur reportage, bien sûr. Donc, à suivre. Pour l'instant, on vous présente le reportage de Mia sur l'Halloween à l'école. Bonjour, on est à la place centrale de l'école secondaire Jean Nicolet et nous allons interviewer quelques élèves qui nous parlent de leurs différents costumes. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Charles Goudreau. Parfait. En quoi t'es déguisé? Je me suis fait kidnapper par un octopus. Est-ce que c'est toi qui as fait ton costume ou tu l'as acheté? Non, je l'ai acheté. Par exemple, c'est un one size. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Mia. Est-ce que c'est toi qui as fait ton costume toi-même ou tu l'as acheté sur Internet? Je l'ai acheté, mais toutes les pièces, mettons, c'est moi qui les ai montées, une individuelle, c'est pensé, mettons. Qu'est-ce que tu aimes dans la fête de l'Halloween? Je te dirais pas mal tout, c'est comme ma fête préférée. Juste les citrouilles, l'ambiance. Puis c'est le moment où c'est que tout le monde peut genre exprimer leurs émotions puis comment ils veulent être sans avoir peur du jugement. C'est quelqu'un qui veut s'habiller, mettons, en fille. Quand c'est un homme, c'est une des rares journées où il n'y aura aucun jugement. Je pense que c'est ça que je préfère de la fête de l'Halloween. Merci beaucoup. Bonjour, comment tu t'appelles? Nelson, et vous? Mia. Et toi, comment tu t'appelles? Kyrian Liot. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans la fête de l'Halloween? Aller chercher les bonbons. Ouais, et toi? Se réunir avec les amis, là. Pas mal ça. Toujours dans le domaine scolaire, on se dirige vers l'école La Découverte. Ben oui, on a un comité de solidarité en action, rien de moins, qui ont été actifs au niveau de préparer et servir des repas. Ça se mange mieux des repas que des repas réconfortants. Donc, on a entre autres profité de l'élan de générosité de ces élèves pour faire une distribution de nourriture à la Ludolette, quand même. On tenait à souligner ça, cette belle activité de solidarité. Donc, bravo aux élèves et bravo aux adultes, évidemment, qui les accompagnent dans cette activité-là, pédagogique et solidaire. Félicitations. Merci, Stéphane. Mais on te garde. Bonjour Marie-André, je t'ai préparé, une capsule sur la prévention des incendies, mais particulièrement dans le temps des fêtes. T'es-tu quelqu'un qui aime le temps des fêtes? J'adore. Donc, des lumières partout. J'ai hâte de voir à quel point parce qu'évidemment, les services d'incendie nous le rapportent. C'est une période qui est plus propice aux incendies. On parle de lumière. On pourrait parler aussi d'intoxication. Oh ouais, Parce que, évidemment, il y a des gens qui abusent de l'alcool et d'autres substances, puis on ne jugera pas ça, mais on a le coude plus léger dans le temps des fêtes. Donc là, notre vigilance est moins là. Oui, c'est ça. Tu sais, à 3 heures du matin, faisons-nous des frites sur le four. Allumons des chandelles. Oui, tout ça. Et évidemment, c'est déjà arrivé, des catastrophes, on en parlera tantôt. Donc, on va parler justement des décorations de Noël intérieures et ornements, donc arbres de Noël artificiels et naturels. Toi, es-tu plus naturel ou artificiel? Plus naturel, mais j'ai un artificiel, donc je dirais que je suis entre les deux. Parce qu'évidemment, d'avoir un sapin naturel, c'est très inflammable, les conifères. Surtout quand ça sèche. Oui, c'est ça. Moi, j'ai déjà eu accès, encore aujourd'hui, j'ai accès à une terre à bois.
Tu pognes du sapinage, mets ça dans le feu, là, tu peux faire des flammes qui montent jusqu'à 30, 40, 10, 15 mètres dans les airs. Je trahissais mon âge avec le système impérial. Donc, c'est très inflammable, hein, surtout quand c'est sec. Donc, on dit que les sapins de Noël artificiels sont généralement considérés comme moins inflammables. C'est plus en plastique. Évidemment, si on choisit un sapin naturel, évitez de l'installer trop tôt. Ah! Tu sais, genre, il y a du monde, là, dès que l'Halloween passe. Oui. T'es-tu de même, toi? J'attends quand même au mois de novembre. J'attends au moins une première bonne bordée de neige. Ouais, pour me mais mettre là, dans maintenant, l'ambiance. des fois, ça tarde. Tu pourrais même attendre en Ouais, janvier. je sais. Mais tu sais sûr que le lendemain de l'Halloween, il change. Mais quoi qu'il y aurait une manière d'économiser son temps. Tu te mets des lumières d'Halloween, Oui. tu changes les ampoules, tu changes la couleur. Tu passes du orange au rouge. Ce serait cool, ça. Hein? Ben oui. Ben, Fait que t'as pas à... Puis des bleus pour la Saint-Jean, hein, puis des roses pour la Saint-Valentin. Je sais pas. Bon, donc, armes naturelles, on conseille de ne pas les conserver plus de 2 semaines. Oh, quand même, c'est pas long. Oui. Mais ce qui est le summum de la démarche du sapin naturel, ça serait d'aller le couper le jour de Noël. La veille de Noël, en C'était famille. ça la tradition Ben avant, oui. je pense. Puis là, on le monte pendant la journée. Tu sais, on prépare, on fait la montée vers le dépouillement des cadeaux. Oh, c'est beau, j'aime ça, Noël. Puis là, on va en nature, puis tout ça, là, ramasse l'arbre, puis avec la petite traîne sauvage, tout ça. Ah, Toi, où oui, tu oui. restes, tu as accès à une forêt? Oui, il y a une OK. forêt. Puis je me rappelle, quand j'étais jeune, je faisais ça avec ma grand-mère. On allait sur son lot à bois chercher le sapin. Puis peut-être deux, 3 semaines avant Noël, par contre. Puis on choisissait, puis Oui. tout ça. Pas trop gros, pas trop petit, Ouais, parce on qu'il faut qu'il rentre. s'obstinait, là. Ouais, faut qu'il rentre dans la maison, là. Oui, puis il faut le transporter, hein, dans le char. Avec 2 enfants, 2 adultes. OK, là. Je mais- sais plus comment on ouais, faisait ça. Mais, hein? mais où tu demeures en ce moment, tu as Ouais. accès à pied. Oui, là. oui, Vous le oui. ramenez à pied. Ouais, ben là, je l'ai jamais fait. OK. On a acheté un artificiel. OK. Donc, on va, conseil très important, le placer dans un support solide, pas que ce soit chambranlant. Oui, ceux Puis qui ont as-tu des des chats, là. animaux à la maison? Non, j'en ai Enfants pas. qui courent aussi. Ah oui, oui. Ils sont Je à tire l'âge. sur les boules. Ben ouais, ils sont ouais. à l'âge de s'enfarger dans le sapin. Ah oui. Hein? Donc, le support solide, éloigné des sources de chaleur. Ah, donc proches des calorifères. Oui, puis tu sais, on a un beau feu de foyer, l'arbre à côté, ouais. c'est peut-être pas une bonne idée. Hein? Et arrosez-le régulièrement pour garder sa base humide. Oui, ça boit beaucoup d'eau. Oui. C'est pas pour rien qu'ils le coupent, hein, tu sais, dans les marchés là, où on va les chercher, ils coupent la base pour qu'ils puissent absorber l'eau. Puis il se garde plus longtemps, plus beau. Ben oui. Ouais, il reste vivant. Lumière de Noël, les guirlandes lumineuses, t'as-tu ça, toi, dans la maison, à l'extérieur? J'en ai. Je me demande, par contre, de nos jours, c'est beaucoup à DEL. Est-ce que c'est moins dangereux? En effet, parce que ça génère moins de chaleur. OK. Donc, c'est... Ben, tu sais, t'as-tu déjà touché des lumières d'EL? Ouais, C'est ce qu'on a DEL, ici, ouais. Martin, du DEL, hein? Ça se peut-tu? C'est du DEL? Ça dégage pas de Ouais. chaleur, ben Il fait pas ça. chaud ici, là. Non, c'est ça. Moi, je dégage, là, mais c'est Oui, pas... c'est ça. c'est pas- C'est toi la lumière du studio. Donc, puis de les avoir homologués. Parce que comme dans beaucoup de domaines, il y a des homologations. C'est bien ça, homologation. CSA ou ELC. Aussi, inspecter soigneusement les câbles et les rallonges. Donc, si on achète dans un marché aux puces d'une grand-maman, il faut faire attention. Ou d'un grand-papa. D'un grand-papa. Puis même, des fois, on garde. Puis là, ça commence à s'effilocher. Puis là, petits fils qui dépassent. Tu sais, on n'est peut-être pas à... Ben, quoi qu'une extension, c'est rendu assez cher. là. Mais tu sais, faut pas niaiser avec ça. Hein, puis là, tu te flémèches, ça le fait pas. Donc, ne pas brancher plus de 3 guirlandes de lumière à une même rallonge. Ah, là, on puis peut se là- rendre à 3. OK. Puis là, on a des prises dans le studio, hein. Puis là, tu te mets confort. une main après ça, là, puis là, t'emmènes. Puis là, t'en rajoutes une. Puis là, tu te ramasses avec un moton de prise. Là, c'est pas fait pour ça, là. Non, c'est ça. Tu sais, s'ils l'ont fait à 2 entrées, là, c'est peut-être parce que c'était pas fait pour qu'il y en ait 6. Là, Exactement. tu comprends? Donc, éviter l'enchevêtrement des fils. Donc, juste ça, ça peut... Tu sais, spaghetti, pour manger, c'est très bon. Ah oui. En électricité, c'est moins bon. Hein? Donc, il faut démêler nos fils, même si c'est plat. Et aussi, ne faites pas passer sous les tapis ou entre les portes. Entre les portes, je peux comprendre. Sous les tapis, ah ouais? Et ce cas, ça peut là, endommager, causer une surchauffe. Le tapis est chaud, lui, là. Court-circuit, préférence, utiliser une minuterie et éteignez vos lumières de Noël avant d'aller au lit ou quitter la maison. Ouais. T'es-tu du genre à te promener en auto pour aller voir les éclairages? Ben oui, quand il fait noir, c'est tellement beau. Moi, je Ouais. faisais ça quand j'étais jeune, puis c'est resté. Des fois, les enfants sont tannants, ils veulent pas dormir. Envoyez-les dans le Ben char. oui. Mais On va aller voir les lumières. t'as-tu tes spots là, de par chez vous? Là?
tu sais, te dire, à cette maison-là, chaque année, ils mettent de la décoration? Dans le coin de Grand Saint-Esprit, c'est beau. À Saint-Léonard aussi, hein, parce qu'ils font des grosses... puis partout. Puis partout au Québec. Partout au Québec, à Trois-Rivières aussi, c'est beau. Partout, à Louisville, aux Aides-Chemin, partout. Chandelles et bougies. Là, on va toucher une corde sensible parce que ceux qui ne le savent pas, Marie-André est une entrepreneure. Elle fait des chandelles odorantes. Oui. Ou non. Ou non aussi. Ou non. Oui. Parce qu'il y en a qui aiment ça, les bougies. Ils aiment la lumière de la bougie. Une belle chaleur. Moi, j'en allume parfois chez moi. Oui. Pour l'odeur. Parce que, exemple, moi, je me fais un bon steak. C'est bon du steak. Mais ça sent. Oui. Puis en plus, on passe par chez vous pour aller au studio. T'sais. Oui, c'est ça. On s'arrange que ça soit propre et ça sente bon. Donc, chandelle dans des bougeoirs stables et non inflammables. Oui. C'est ça. C'est beau en bois, hein? C'est beau. Un support à chandelier, mais du bois, ça brûle. De la vitre, non. C'est ça. Ouais, donc, éloignez-les des décorations et des cadeaux de Noël et des zones de passage. Ça, c'est très bon. Puis, tu sais, on parlait d'intoxication tantôt. Là. Mais tu sais, tu prends un petit verre, pas besoin de intoxiquer, là, le mot est fort un peu. Mais tu sais, la vigilance est moins là. Puis tu t'accroches. Évitons les possibilités d'accrocher. Et avec des enfants qui courent dans la maison. Donc, on les met en sécurité. Les animaux aussi, les courants d'air, tout. Parce que moi, il y avait un grand corridor chez moi, la maison d'enfance. Moi, dans ma tête, il était grand. Puis avec le retour, il recourt. Là, voyons, le recul, il n'était pas si grand que ça. Mais quand enfant, c'était une belle place courir. Ça. Oui. Fait que là, ma maman ne mettait pas de chandelle là. Pas de petit meuble avec une chandelle. Donc, c'est ça. Au niveau des repas cuisinés, là, on cuisine beaucoup dans des fêtes. Oui. As-tu des recettes traditionnelles, toi? Oh oui. Comme? La tourtière. Tu fais de la tourtière avec de la viande? Les bines avec de la perdrix. OK, avec des animaux, là, de... Oui. Puis ta tourtière, t'as fait quoi? Je la fais comme au lac du Saint-Jean, là, la vraie grosse, là, dans le fond. Une pâte dans le fond avec des cubes de bœuf, de porc, de... Mais tu mets pas de gibier parce qu'on n'a pas nécessairement tout le temps accès. Si j'ai accès, oui, là, mais... Puis la croûte, là, tu sais, le bord, là, qui vient... Moi, je mange ça, c'est bon. Tu sais, le petit bout de sec, là. Je la fais encore avec la graisse Crisco. Oh, la recette de ma grand-mère. Il faut que ça goûte. Oui, Noël, c'est les traditions. Tu sais, on n'est pas obligé d'en manger un gros de même. Non, c'est ça. Puis dans le temps, il faut dire que le monde travaillait dur. Ça prenait de l'énergie. Ce qu'on fait moins aujourd'hui, travailler si dur. Donc, cuisinières et fourneaux, en moyenne, chaque année au Québec, près de 20 des incendies sont causés... Ah ouais, hein? Les incendies avec perte sont causés par des appareils de cuisson. Oh, wow. Tantôt, en introduction, j'ai parlé des fameuses frites. Là. Ouais. Moi, je me suis jamais fait des frites à l'huile de ma vie. Non? Donc, tu n'as pas de friteuse ici? J'ai pas de friteuse. J'ai jamais pensé à me mettre de l'huile dans le chaudron, faire cuire des frites. T'en fais-tu, toi? J'en ai déjà fait, mais je suis pas faite pour faire ça parce que je suis trop dangereuse. Ouais. je suis du genre à oublier ce que c'est. Oui, c'est ça. Oui, puis de l'huile sur la cuisson, c'est quelque chose. Ouais. Hein, c'est quelque chose. Et pour l'éteindre, on ne met pas de l'eau. Oh non! J'ai déjà vu une démonstration de pompiers. Moi, tu mets de l'eau sur de l'huile, là, c'est vraiment pas une bonne idée. Hein, les pompiers, dans toutes les régions du Québec, font habituellement de la prévention Fait que incendie, puis ils nous montrent ça. Tu sais, moi, quand j'ai le goût d'un bon patate frite, là, je m'en vais à la cantine puis je m'en achète. C'est ça. J'encourage le commerce local. Je suis sûr que vous faites ça aussi. Donc, évitez les distractions en cuisinant. Toi, t'es maman de jeunes enfants. Là, on a un de 2 ans, de 5 ans, t'es en train de cuisiner. Maman, tu tires après la jupe, tout ça. Là, mon oncle qui arrive, Roger, as-tu acheté mon cadeau? Là, t'as tout du cuisine. Stimulation. La musique. Hey, monte la musique! Hein? Non, c'est l'amour. C'est les lumières et tout. Il faut éviter de cuisiner avec des distractions. Ça, on cuisine avant que le monde arrive. Oui, c'est sûr. Garder les poêlons sous surveillance. Oui. Éloigner les enfants et les animaux. Aussi. C'est curieux, hein, ces petites bêtes-là? Ça nous énerve le temps des fêtes. Eux autres aussi. Oui. Le petit chien, le petit chat, les lumières, le bruit, tout, t'es pas habitué? Non. Donc, utilisez une minuterie et ne portez pas de vêtements amples. Oh, donc la belle robe de Noël qui flotte au vent. Les manches bouffantes, là. Oui. C'est moi à mode, ça. J'ai fait ça cette année. Écoute, c'était peut-être moins à mode, mais je l'ai mis pareil. À saveur et bonheur? Ben non, chez nous, saveur et bonheur chez nous. Oui. Puis la manche, là, je te dis que quand elle est trempée dans le chaudron, je suis allée me changer. T'es-tu genre fondu, toi? Ben oui. Tu te fais des fondus? Fondue au fromage, fondue chinoise.
hein? Parce qu'il y a une influence suisse Ah, ben oui. chez vous. Oui, mes enfants Hein? sont du 50-50, Ben québécois-suisses. Ben oui, des métis suisses. Oui! Et la fondue, donc, on a un petit appareil, là, au centre Oui. de la table, là. Avec des- le petit liquide bleu, là. Oui, petit liquide bleu inflammable ou alimentation électrique aussi. Aussi, Faites ouais. ça. Fait que là, fil qui pend de la table, on se promène, là, on boy. fait ça, la belle nappe, les napkins, c'est tout un beau ramassis à mettre le feu, ça, là. Au là. risque, ça. Ouais. Donc, c'est ça. Privilégier, Privilégié. oui, merci, l'utilisation de combustible en gel. Ah, en Au gel, lieu oui, du c'est vrai. liquide. Donc, évidemment, une surface stable et résistante. Donc, Tu sais, nos fameuses tables pliantes qu'on sort de temps en temps, là, eh boy. en plastique, Peut-être pas une bonne idée, hein? chambranlantes. Ouais. Ou ceux qui rentrent leur truc de camping aussi pour faire cuire les fondus. Ma mère a déjà fait ça. Il est Eh, écrit Bob, en gros dessus, risque jamais. de monoxyde de carbone. Mais non, mais jamais ça non. dedans. J'ai dit Maman? non. Je fais plus. N'ajoutez jamais de combustible dans un brûleur encore chaud. Oh Il boy. en manque, là, hey! Va-t'en! Puis il en manque tout le temps, nombre Ouais. de fois que j'ai fait ça. OK, je le ferai plus. Le conseil, ma chère, c'est un deuxième brûleur. Ah, ben oui, hein. C'est logique. Puis là, il part, puis là, pendant l'autre, ça refroidit. Mhm. Puis là, on fait une alternance comme ça. Vous devez remplacer votre poêle à fondue. Optez pour un modèle électrique. C'est plus sécuritaire. Et attachez, ça, je ne savais pas ça. Attachez le fil électrique autour d'une table, d'une patte de table. Ah, ben oui. Évitez la patte de quelqu'un. Donc, Parce au que lieu lui, de pendre, ouais, c'est ça. Puis OK. s'il l'attache auprès de la jambe de quelqu'un, ben là, lui, il restera Il peut-être reste pas assis. assis. En cas de feu de cuisson, couvrez le feu avec un couvercle ou un linge humide pour couper l'alimentation en air. OK. On le mentionnait tantôt. Ne tentez pas de l'éteindre avec de l'eau ou encore d'allumer la hotte, puisque le courant d'air produit pourrait contribuer à propager l'incendie. Ben oui. Donc, si elle est ouverte, on pense à la fermer? Oui, c'est ça. OK. Ne déplacez jamais la source du feu de cuisson. Conservez votre extincteur de cuisine à portée de main. As-tu ça, toi, un extincteur dans ta cuisine? Oui. Oui, à l'entrée de la porte. Les nouvelles maisons, c'est toujours... OK. Ouais. Faudrait peut-être regarder là-dessus. Oui, on va se mettre là-dessus. Et appelez les pompiers, même si le feu semble éteint. Si c'est Ah vraiment, ouais, hein? ça- Donc, on n'hésite pas, là. Faut Oh, pas ouais. se dire on les dérangera pas. Les dégâts vont être pas mal. Changement d'heure, toi, l'heure change. Là. Tu penses-tu à faire quelque chose, toi? Oui, c'est ça qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il Changer faut les faire? piles des avertisseurs de Oui. fumée. Pas, Ouais. pas les piles de toutes, là, mais Ouais. les piles, Partout. Télécommande. les jeux d'enfants, Ah, tout mon ça. Donc, changer les piles d'extincteurs, des détecteurs de fumée 2 fois par année. 2 fois. Hein? Changement Non. d'heure. Quand on change d'heure, Mm. installer au moins un détecteur par étage, dont un près des chambres pour Ouais. protéger nos amours. Hein, On les tout entend ça. la nuit, hein? Oui, la cuisine, panneau électrique. Familiarisez-vous avec l'utilisation de votre extincteur d'incendie et rangez-le à un endroit facile d'accès. Le feu pogne, là. Il est où l'extincteur? Pas le temps. Hein? Non. N'utilisez pas en cas d'incendie majeur ou lorsque la pièce est remplie de fumée. Quittez plutôt les lieux et appelez les pompiers. Évidemment, on ne souhaite pas ça. As-tu déjà vécu un incendie, toi? Non, Moi jamais. non plus. Puis, tu sais, des affaires que je veux vivre dans ma vie, ça ne fait pas partie de ça. C'est pas le genre Hein? d'expérience qu'on veut. Donc, c'est ça. Fait que c'est ce dont je voulais te parler. Et évidemment, on parle d'incendie, ça arrive des catastrophes. C'est déjà arrivé, entre autres. Tu sais, on a des réglementations, beaucoup, sur ce niveau-là. Tu as déjà entendu parler de l'incendie de Chapet? Non. C'est arrivé, ça, en 1980, je pense, au jour de l'an. C'était une salle communautaire. Chapet, OK. c'est dans le nord du Québec, près de Chibougamau. J'ai déjà été à Chapet, moi. Ouais. Et j'ai vu l'emplacement où c'était arrivé. OK. Il y a un monument. Et dans le fond, il y avait une fête, un party du jour de l'an. Et on avait mis du sapinage comme décoration. Ah, ouais. On trouvait ça beau. Puis, tu sais, Ben c'est oui. pas ça qui manque dans le bois, du sapinage. non. Hein? Tu sais, Chapet, c'est comme... Et il y a un jeune écervelé qui est arrivé, qui a voulu faire le drôle et il a mis le feu. Et là, c'était dessus. C'était dessus. Il voulait tuer des gens. Moi, je pense pas qu'il voulait tuer des gens. Il voulait faire le comique. Hein, ça. Ben oui. Et là, le feu a pogné et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont décédés Ah,
de cet incendie-là. On avait même mobilisé l'aréna de Chappais pour les corps, tout ça. Il y a eu des funérailles. René Lévesque, qui était premier ministre à cette époque-là, s'était déplacé. Et ça tu sais, Chappais, il y avait quoi, quelques milliers de résidents. Je pense que c'est plusieurs dizaines de décès. Et là, tu sais, ça a défait le tissu social. Tu sais, c'était des années et des années à s'en remettre. Moi, même que c'était des gens qu'on côtoyait lorsque j'étais avec la mère de Marie-Laurence, mais lui, c'était un enfant de gens qui se sont décédés là, qui est rendu un adulte maintenant. Là. Mais tu sais, d'adopter, je pense que c'est un de ses oncles qui l'a adopté, puis tout ça. Fait qu'imagine, tu sais, puis on dit ça, là, faites attention, mais c'est ça. Ça peut arriver des catastrophes. Donc, c'est ça. Sur ça, merci. Merci. Merci à moi. Merci à toi. Merci à vous tout le monde d'avoir été là pour cette belle capsule informative. On est rendu à ton segment. Le sport! Et on a la chance cette année d'être accrédité par le Canadien de Montréal. Tu as eu l'occasion de m'accompagner une fois. Peut-être que l'expérience se répétera. J'attends ma deuxième. Donc, je salue les Canadiens de Montréal. Pourquoi? Parce qu'ils font preuve d'ouverture. Parce qu'évidemment, on n'est pas TVA Sport, on n'est pas RDS. Mais moi, je leur ai dit, hey, on a des gars de chez nous, là. Il y en a deux là, qui jouent pour les Canadiens de Montréal. Est-ce qu'on pourrait être accrédité à l'occasion? Et une accréditation, c'est quoi? C'est que ça nous donne accès à la galerie de presse, à des espaces que les spectateurs n'ont pas nécessairement accès. Donc, c'est un beau privilège qu'on a. Et ce privilège-là a été aussi donné par l'équipe des Mammouths. Les Mammouths de l'Utah. Pourquoi l'Utah? Parce qu'on a un gars de Sainte-Monique, André Tourigny, qui entraîne cette équipe-là depuis quelques années. Et j'ai eu l'occasion de l'interviewer. On regarde ça, je pense? Oui, on le regarde à l'instant. André Tourigny, c'est toujours spécial de venir jouer à Montréal, je présume? Oui, toujours spécial de voir les amis, de voir mes parents, ma soeur, mes enfants. Ça. Donc, c'est toujours un privilège. Et évidemment, quel regard tu jettes sur le début de saison de ton équipe, le Mammouth de l'Utah? On a eu un bon début de saison. Je pense que comme entraîneur, tu veux toujours améliorer certaines choses. Il y a toujours des points à améliorer, sauf que il faut rester dans le présent. Puis ce qui est arrivé au début de saison, c'est en arrière de nous autres, que ce soit bon, que ce soit moins bon. Il faut rester dans le présent. Puis c'est un gros test pour nous autres. Montréal, il joue du bon hockey, autant là, par le résultat que par le chiffre. Fait que c'est important pour nous autres là, d'être prêts. Évidemment, on parle des Canadiens de Montréal. Il y a deux gars de chez nous. Toi, tu es un gars de Sainte-Monique qui a un pied à terre à Nicolet maintenant. Il y a Zachary Bolduc qui a fait son arrivée. Il y a Samuel Montembeault. Tu nous avais révélé que les Coyotes avaient failli repêcher Samuel Montembeault lorsqu'il avait été libéré par les Panthers. Là, as-tu des secrets concernant Zachary? Non, vous n'aviez pas fait d'approche? Non, on ne savait pas qu'il était sur le marché. Ça ne veut pas dire qu'il était sur le marché. Là, je ne juge pas ça, mais je pense que c'est le fun d'avoir un Québécois là, jouer ici à Montréal. Là, puis il y a eu du succès en début de saison. Mais, je pense que c'est le fun de voir ça. Fait que le gars de Sainte-Monique contre deux gars de Bécancour ce soir. Oui, c'est ça, exact. Ça va être le fun. Puis un petit mot pour les gens de chez nous, pour les gens de Sainte-Monique, des collègues, quelque chose à dire? Oui, les fêtes s'en viennent, fait que je vous souhaite un bon temps des fêtes à tout le monde, puis de la santé, c'est ce qui est le plus important. Puis, j'espère que le Canadien va continuer à bien jouer, pas ce soir, mais après ce soir pour avoir du succès. Puis je pense que c'est le fun de voir la façon que les gens ont de l'engouement alentour de l'équipe et de la game. Fait que je vous souhaite le meilleur. Merci. Merci beaucoup. Quand même, hein? Oui, André, avec qui j'ai joué contre à la balle. Parce que lui, c'est un gars de Sainte-Monique, mais il jouait à la balle rapide pour Saint-Perpétue. Ah ben! Puis André, il a le même âge que moi. Bon. Fait que j'ai joué à la balle contre lui. Lui, il était meilleur à la balle que moi. Mais ça, c'était d'autres affaires. Donc, c'est ça, un entraîneur de chez nous, quand même, c'est quelque chose. Hein? Quand même. Donc, tu as eu une belle soirée au Centre Bell à rencontrer plein de gens de chez nous. Oui, Samuel, Zachary Bolduc, etc. Des spectateurs nombreux de chez nous.
Ben, merci Stéphane merci. de faire ce segment sport et de faire ces reportages aussi. Que j'aurais peut-être moins l'habitude, le déclic de faire naturellement, mais toi, tu l'as. Oui, ben c'est sûr que je connais le hockey un peu pour y avoir joué et le suivre, mais ça s'apprend. Ça, Ça je suis s'apprend, certain que c'est tu vrai. pourrais devenir très rapidement meilleur que moi. Ah, ça viendra. Alors, merci à vous à la maison. Merci Stéphane aussi en studio d'avoir été là avec nous pour ce bulletin de nouvelles de la semaine du 2 décembre. Déjà, j'arrête pas de le dire depuis l'automne, déjà, mais là, c'est un gros déjà. Noël Oui. qui s'en vient, puis tout ça. Et n'hésitez pas à nous contacter, bien sûr, pour nous donner des idées de reportages, parce que c'est pas vrai qu'à Noël, on se repose, on pense à nos idées, on est toujours là-dedans. Quand c'est une passion, la télévision. Merci de la partager avec nous. La meilleure façon que je peux comparer ça à la vie d'aujourd'hui, c'est comme un véhicule manuel puis un véhicule automatique. Pour toutes les choses que l'autisme veut engendrer, il faut qu'il passe d'une vitesse à l'autre. Tandis que le monde normal, les neurotypiques, ça se fait plus de façon automatique. Pour moi, l'autisme, c'est juste d'être différent, d'avoir un cerveau différent, mais ça veut pas dire d'être inférieur ou d'être moins bon. C'est important d'être ici pour représenter les femmes autistes Asperger, qui sont souvent invisibles dans la société. Puis j'entends parfois que « Ah, t'es autiste, ça paraît pas ». J'aurais envie de dire à ces gens-là, venez passer une journée dans mes souliers, dans les souliers de ma famille. Mon frère, il est drôle, curieux, il est pas toujours attentif, mais il
il est très persévérant en ce qui parle de son attention. Il fait tout pour apprendre mieux. Puis ça, c'est ça que j'aime de chez lui. Que les autistes, ils n'ont pas beaucoup d'amis. Ils n'ont pas beaucoup d'amis, mais ça leur dérange pas. Puis aussi, c'est pas que t'es autiste que t'es inférieur aux autres. On a souvent des préjugés que l'autisme, c'est vraiment pas très bon, mais en fait, c'est bon. Il y a plein de qualités, comme moi, mon frère, on lit à la même vitesse, tandis que lui est en 3e année et moi en 5e année. En fait, moi, dans ma vie, je gagne à dire aux gens que je suis autiste Asperger parce que ça coupe beaucoup de barrières de jugement puis ça permet une communication plus transparente. Quand j'étais plus jeune, dans le fond, l'éducation que j'ai eue m'a permis de bien me développer. Puis aujourd'hui, c'est pour ça que je suis capable d'avoir une belle famille. On est heureux, mais notre vie est différente, c'est certain. Il y a plein de femmes qui se disent « je suis un peu différente, qu'est-ce que les gens vont penser de moi » ou comment. Mais là, on est dans un monde où tout le monde est différent. Donc, cette différence, c'est en même temps cette ressemblance qu'on a. Je sais que ça peut peut-être paraître un peu paradoxal ce que je dis, mais on est tous dans la grande famille des humains. Bienvenue aux autistes dans le monde de la vie. Faites-vous entendre, faites-vous voir par vos réussites. Puis, l'appel à tous aux gens d'être juste un petit peu dans l'ouverture parce qu'on a tous à gagner. Ensemble, faisons briller l'autisme!